Bien, bonjour à tous, je m'appelle Jean-Louis Blanc, je suis président de la Fédération française des véhicules d'époque. Et je vous remercie d'être là, vous êtes très nombreux je crois. Vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui sont les ZFE, les zones à faible émission, et puis des activités de la Fédération. Et puis je répondrai à vos questions à la fin de mon exposé. Voilà, je vais commencer par les ZFE. Pour, pour être très clair, je vais vous expliquer d'où ça vient, où on en est et où nous allons. D'où ça vient? C'est une réglementation communautaire de 2008 qui crée des zones à faible émission pour améliorer la qualité de l'air dans les agglomérations européennes. La qualité de l'air est mesurée par deux critères, les microparticules et les oxydes d'azote. Les États se sont engagés au titre de cette réglementation européenne à prendre des mesures pour réduire les teneurs en microparticules et en oxyde d'azote dans leurs grandes agglomérations. Certains ont appliqué cette directive très rapidement et d'autres ont un peu tardé. Nous sommes parmi les derniers à l'appliquer. Nous l'avons appliqué par une loi qui a été votée en décembre 2019, il y a un peu plus d'un an, qui s'appelle la loi LOM, et qui a obligé 11 agglomérations en France qui sont au-delà des critères de pollution, obligées, je dis bien, en 2021, de décider d'une ZFE sur leur territoire et au titre de cette ZFE, améliorer la qualité de l'air chez elles. Alors, chacune est libre de décider ce qu'elle veut. La seule contrainte, c'est qu'elles doivent le faire pendant l'année 2021. Ces 11 agglomérations sont les suivantes. Il y en a 4 qui étaient déjà sous un régime antérieur français qui s'appelait les zones à circulation restreinte. Je parle de Grand Paris, Paris, Grenoble et Lyon. Et puis il y en a 7 autres qui sont rentrés dans l'obligation, qui sont Strasbourg, Nice, Toulon, Aix-Marseille, Montpellier, Toulouse et Rouen. Le risque pour nous est le suivant, c'est que lorsque nos véhicules ont été produits, critères n'existaient pas. Ils ne rentrent pas dans les critères de critères, et donc si les agglomérations ne prévoient rien, eh bien, nous ne pourrons plus circuler dans ces ZFE, nous ne pourrons même plus y stationner, puisque pour en partir, il faudrait circuler. Donc, si on veut continuer à circuler dans ces ZFE, il faut une mesure particulière de chaque agglomération, de chaque métropole, disant qu'elle exonère les véhicules de collection des restrictions de circulation. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau. Les 4 précédentes, Paris, Grand Paris, Grenoble et Lyon, avaient déjà décrété des dérogations pour les véhicules de collection, et c'est nous qui l'avions obtenu. Nous l'avions obtenu, je dis nous, c'est la Fédération française des véhicules d'époque, la FFVE, l'avait obtenu en 2016 pour Paris, et en 2019 pour Grand Paris et pour Grenoble. Et Lyon ne concernait que les camions. Donc c'est une dérogation qui existait déjà dans les ZCR qui préexistaient aux ZFE. Il faut d'abord convaincre les 4 de poursuivre les dérogations qu'ils nous avaient accordées, et il faut convaincre les 7 nouvelles, de nous les accorder. C'est ce que nous faisons. Nous avons évidemment analysé la situation dans chacune de ces métropoles, nous avons rencontré tout le monde, toutes ces métropoles, et nous leur avons expliqué pourquoi il fallait soit poursuivre, soit nous accorder cette dérogation nouvelle. Pourquoi? D'une part, comme vous savez, nous représentons une très faible partie du parc automobile, du parc de véhicules en totalité, quels que soient les véhicules. Dans ces agglomérations-là, nos véhicules ne représentent que à peu près 0,5% du parc total. Ils roulent 15 fois moins que la moyenne. Ça, c'est des enquêtes régulières qui le prouvent de façon incontestable. Donc le trajet qu'ils parcourent, c'est 0,3 pour 1000. En plus, il y a très peu de diesel dans nos véhicules anciens et donc très peu de microparticules. En fait, la pollution que nous générons, elle n'est pas mesurable. Donc le discours consiste à dire,
à ses présidents de métropole, j'en ai rencontré plusieurs, ou à ses vice-présidents chargés de l'air, de la qualité de l'air. Le discours consiste à dire, si vous n'y prenez garde, vous allez en fait interdire euh, la présence de ces véhicules dans votre agglomération, ça n'aura aucun effet mesurable sur la qualité de l'air. Par contre, ça aura un effet désastreux sur le patrimoine industriel qu'il représente. Nous sommes à la tête, l'ensemble de nos véhicules représente un patrimoine absolument inestimable. Ils sont les héritiers de 130 ans d'histoire automobile auxquels tous les Français, pas seulement les collectionneurs, sont très attachés. Ils sont également l'objet d'une sympathie générale du public, de manifestations touristiques. Donc vous allez interdire tout ça dans votre métropole, alors que ça n'aura aucun effet sur la qualité de l'air. Donc ce que je peux vous dire, c'est que aucun de ceux que j'ai rencontrés, je dis bien aucun, ne m'a dit nous avons l'intention d'interdire la circulation des véhicules de collection. Nous sommes au milieu de la procédure, puisqu'il faut que les assemblées délibérantes de chacune de ces métropoles décident de ce qu'elles vont faire. Ce n'est pas le seul président ou le seul vice-président chargé de la qualité de l'air qui décide, c'est un projet qu'ils doivent écrire, dans lequel ils doivent prévoir la dérogation pour nos véhicules et qui sera soumis au vote de l'assemblée délibérante de la métropole. Je pense que ces votes interviendront au printemps et que, enfin, je sais qu'actuellement les différents projets sont en train de s'élaborer et nous intervenons car nous sommes consultés sur l'élaboration de ces projets. Alors j'ai une seule certitude actuellement, mais elle est de taille. Patrick Ollier, qui est président de la métropole du Grand Paris, m'a assuré par lettre, par écrit, qu'il prévoirait la dérogation des véhicules de collection dans la dérogation qu'il présente dans le ZFE, dans le règlement de ZFE qu'il présentera à son conseil de métropole. Donc ça c'est très important. C'est très important parce que nous avons également la certitude de la ville de Paris qui s'alignera sur le Grand Paris, parce que ce serait absurde que des régimes différents existent. Et tous les contacts que j'ai eus par ailleurs, je vous ai cité les villes, tous m'ont dit qu'il prévoirait une dérogation pour nos véhicules de collection. Je peux vous dire que ça n'a pas été si simple, qu'il a fallu depuis 6 mois battre la campagne, rassembler les données, simplifier les arguments aussi, mais je crois qu'on est, on est sur la bonne voie. Donc je pense que nous sommes encore une fois sur la bonne voie pour les 11, qui sont les 11 obligés de 2021, que je vous ai cités. Mais il va y en avoir beaucoup d'autres. Il va y en avoir beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup qui ne sont pas obligés, qui sont sensibles, comme nous tous d'ailleurs, à l'amélioration de la qualité de l'air et qui vont réglementer, pas seulement la circulation d'ailleurs, dans leur agglomération, pour améliorer la qualité de l'air. Donc il va y avoir également des lois nouvelles qui risquent d'intervenir sur l'environnement en général et en particulier, j'ai entendu le projet qui est arrivé de demander des ZFE dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Alors là, on en a 50, 60. Voilà. Donc, les 11 premières, ça va aller, mais après, il va falloir aller voir chacune des autres, puisque tout ça est décentralisé par la loi LOM et que c'est chaque agglomération qui décide des dérogations qu'elle va accorder. Ça, c'est l'état actuel des lois. Nous ne faisons pas que ça. Nous ne faisons pas que ce travail de terrain, parce qu'il me semble que la France pourrait utilement s'inspirer de ce qui se passe en Allemagne. L'Allemagne, dès 2008, a appliqué la directive communautaire sur les ZFE. Aujourd'hui, il y a plus de 60 ZFE en Allemagne. Mais également en 2008, au même moment, l'homologue de la FFE en Allemagne a obtenu de l'État fédéral, qui est beaucoup plus décentralisé que le nôtre, comme vous savez, une dérogation générale. Il a obtenu deux choses. Une dérogation générale pour les véhicules de collection dans les ZFE en Allemagne, c'est-à-dire qu'aucune ZFE n'a le droit d'interdire aux véhicules de collection de pénétrer. Et deuxièmement, une plaque d'immatriculation spécifique avec une lettre H, qui veut dire historische, attribuée aux véhicules de collection de façon à ce qu'elle soit reconnaissable et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ni pour le propriétaire du véhicule, ni pour les services chargés du contrôle sur sa présence
dans l'agglomération. Ça, c'était en 2008. Nous sommes en 2021. Ça fait 13 ans et ça fonctionne à merveille. Il n'y a eu aucun incident. C'est un pays qui a une conscience écologique au moins égale à la nôtre, si je puis dire, qui est un pays d'automobile, comme vous savez, qui a encore plus de collectionneurs que chez nous, et tout ça fonctionne parfaitement. Donc, nous sommes allés voir l'État français, le ministère des Transports, pour leur expliquer que pourquoi ne pas faire la même chose en France? Il y a l'exemple qui marche maintenant depuis 12 ans, pourquoi ne pas accorder une dérogation générale alors que nous allons être euh, soumis à des directives locales très différentes qui risquent de rendre la situation extrêmement complexe. On part d'une ville, on ne sait pas où on peut aller, est-ce qu'on pourra rentrer dans la prochaine, etc. Et avec des complexités d'application qu'on imagine. Il se trouve que l'État français doit produire un décret en Conseil d'État pour ces dérogations obligatoires. Ce décret n'est pas encore paru. Donc nous en sommes là. C'est pour ça que nous intervenons assidûment auprès du cabinet du ministre des Transports en lui expliquant cela, en lui demandant d'inscrire les véhicules de collection dans les dérogations qu'il va prévoir pour les véhicules de police, les véhicules de pompiers, etc., les ambulances. Voilà. Nous en sommes là. Je ne peux pas vous dire que c'est gagné, je ne le sais pas. Je pense que nous avons été entendus. On le saura dans un mois, si la dérogation générale est obtenue par décret. Mais dans le même temps, nous avons tenu informé de notre démarche auprès de chacune de ces monopoles, de ces métropoles, d'ailleurs, ils le savaient, nos parlementaires. Et là, j'ai été merveilleusement surpris par l'engouement que cela a suscité. C'est-à-dire que tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, nous avons eu des dizaines de parlementaires qui ont signé une proposition de loi parlementaire qui dit, citation allemande, c'est-à-dire 1. Dérogation pour les véhicules d'élection, 2. Signe distinctif. Alors ça peut pas être, paraît-il, en France une plaque particulière, enfin on ne peut pas mettre, paraît-il, sur nos plaques une lettre qui désignerait les véhicules de collection. Donc nous avons demandé une vignette, style vignette critère, qui serait vignette C. Vous savez qu'on a créé la vignette E pour les véhicules électriques, donc ce serait une vignette C qui serait apposée sur le pare-brise des véhicules de collection de façon à ce que ce soit contrôlable et que le propriétaire du véhicule puisse dormir tranquille. Voilà, nous en sommes là. Les deux projets de loi sont identiques. Ils ont été déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur le bureau du Sénat. Au total, nous avons aujourd'hui, mais ça monte encore, plus de 150 signataires. Nous avons plus de 150 députés et sénateurs qui ont signé ces deux projets de loi, ces deux propositions de loi. Maintenant, l'enjeu est de les inscrire à l'ordre du jour de ces assemblées. Je pense que ça va être bon au Sénat. Je voudrais saluer ici l'importance du rôle qu'ont tenu deux parlementaires remarquables, qui est Jean-Pierre Moga, qui est sénateur du Lot-et-Garonne, et Yannick Favennec, qui est un député de Mayenne, qui ont beaucoup œuvré pour nous. Beaucoup œuvré pour nous. Ils ont été même un peu surpris eux-mêmes par l'engouement que ces projets ont suscité, et ils ont eu l'idée, que nous avons accompagnée bien sûr, de la création d'une amicale parlementaire des véhicules d'époque. Donc il y a une association qui s'est créée, ça y est, qui a son président, enfin ils sont deux coprésidents, deux vice-présidents, un trésorier, etc., qui fonctionne, qui a fait sa première assemblée constitutive et qui fait ses premières réunions en ce moment. Donc nous avons créé, si vous voulez, la fédération a suscité à l'occasion de ce problème de ZFE qui nous tracasse tous, eh bien un engouement et un soutien parlementaire qu'on n'avait jamais connu. Il y avait une amicale parlementaire au Parlement européen, mais figurez-vous qu'il n'y avait pas un seul député européen français qui participait à cette amicale. Aujourd'hui, nous en avons, je ne sais pas combien, je pense qu'ils sont déjà une soixantaine dans l'amicale parlementaire, et ça va être un soutien de poids pour les années qui viennent. Voilà, je voulais vous dire où nous en sommes et vous expliquer aussi que ceci ne tient qu'aux cartes grises, qu'au certificat d'immatriculation de collection. Tout ce que nous avons obtenu jusqu'à présent, c'est au titre des certificats d'immatriculation de collection. Les contrôles techniques, tous les 5 ans. Les dérogations que nous avons obtenues à Paris, au Grand Paris, à Grenoble,
c'est les certificats d'immatriculation de collection. Bref, c'est ce passeport qui, pour l'État, est très important. Et c'est la raison pour laquelle c'est le seul que nous puissions défendre. Nous ne pouvons pas défendre une dérogation qui intéresserait tous les véhicules de plus de 30 ans aux seuls motifs qui sont plus de 30 ans. Il faut qu'il soit de collection. Collection, ça veut dire qu'il n'y a pas, au-delà de l'authenticité du véhicule, mais il n'y a pas d'usage professionnel, il n'y a pas d'usage courant. Ce n'est pas un véhicule courant, c'est un véhicule qui fait partie d'un patrimoine, qui fait partie qui est pour un collectionneur et qui a un usage de collection, qui a un usage de loisir, qui n'a pas un usage quotidien, qui n'a pas un usage professionnel. Il faut se méfier des détournements. On n'est pas crédible si on demande tout et son contraire. On ne peut pas prétendre respecter les lois, respecter la qualité de l'air, respecter et tordre la loi en admettant dans nos dérogations des véhicules qui ne respectent pas nos usages. Les usages, c'est pas d'utilisation professionnelle. Voilà la raison pour laquelle. C'est d'ailleurs partout pareil en Europe. L'Allemagne, c'est ça. L'Italie, c'est ça. Donc, la Belgique, c'est ça. Donc, tous les grands pays qui se sont heurtés à ce problème, eh bien, tous ont retenu le critère de véhicule de collection. Alors, c'est pas un sujet, parce que le véhicule de collection, il y a déjà 330 000 en France. Il peut y en avoir davantage. C'est simplement un engagement du propriétaire de se servir de son véhicule comme un véhicule de collection et pas un véhicule quotidien. Voilà. Le coût, oui, on va parler, je vois des questions, le coût de l'attestation, c'est 60 euros, c'est moins que le contrôle technique que vous évitez dans 2 ans, c'est rien du tout, et c'est ce qui sert en fait à la fédération pour vous défendre. C'est avec ça qu'on finance les programmes dont je vais vous parler et qui sont déterminants pour l'avenir de notre passion. Il faut absolument que nous défendions notre passion, que nous l'illustrions, que nous la promouvions, que nous la partagions. Et tout ça, il faut quelques moyens, vous le comprenez. Que vous dirais-je d'autre? Peut-être je peux pas, j'ai envie de vous parler des programmes que nous avons lancés. Euh, la, la fédération, encore une fois, vous savez qu'elle est cinquantenaire, elle a 53 ans, et ça fait 53 ans qu'elle défend les véhicules de collection. La passion que nous partageons tous euh, et de façon très, 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 très partagée entre il y a des populaires, il y a du luxe, il y a des randonnées, il y a de tout. Il y a des rassemblements, il y a des traversées, on fait tout avec nos véhicules. Enfin, cette passion s'exerce de façon très diverse. Et donc nous soutenons tout ça. Alors, je vais vous dire les 6 programmes que nous aurions lancés avec beaucoup de dynamisme en 2020, mais nous avons été empêchés par le Covid et espérons bien relancer ça très rapidement. Le premier programme, c'est les lieux d'histoire automobile. Je vous ai dit tout à l'heure que nos compatriotes adoraient leur histoire automobile, et bien nous allons la célébrer. Nous avons eu l'idée d'apposer sur les lieux importants où il s'est passé quelque chose dans l'histoire automobile une plaque qui s'appellera la plaque des lieux d'histoire automobile, qui est une jolie plaque bleue sur laquelle il y a l'explication du lieu et puis un QR code qui permet d'en voir toute l'histoire. Alors ce sont des lieux où il y a eu un constructeur. Vous savez qu'il y a eu plus de 1000 constructeurs automobiles en France dans toute l'histoire automobile depuis 130 ans. Ce peut être des restaurants, des hôtels dans lesquels se réunissaient les pilotes. Ce peut être des courses de côte, des lieux, bref, vous imaginez tout ça. Et nous avons, quand on a eu cette idée, on a envoyé cette idée aux 1100 et quelques clubs qui sont nos adhérents, et nous avons reçu 250 propositions. Alors on a créé une commission, tout ça est fait par des bénévoles, avec des historiens, et donc nous avons sélectionné parmi ces 250 les plus, et de façon équilibrée également un petit peu, et donc on en a 50 qui sont prêtes. 50 qui sont prêtes. On en aurait posé en 2020 40. On en a posé 4 et on s'est arrêté au mois de mars. Euh, voilà, donc ça c'est la première chose. Et chaque fois, les 4 manifestations, je peux vous dire, il y a eu tous les clubs locaux, il y avait 200, 300 personnes, tous les élus locaux. C'est quelque chose qui montre l'importance de notre passion à tout le monde. Les maires, les députés du coin sont là toujours. Enfin, les 4 que j'ai fait là, c'était très, très sympathique et c'est très rassembleur, hein, c'est très, très important. Donc on va continuer. Alors si vous avez des idées de lieux où il s'est vraiment passé quelque chose à côté de chez vous,
envoyez-nous ça. L'administrateur qui s'occupe de ça s'appelle Jean Lamprière. Chaque fois, tous les programmes que je vous dis, il y a un administrateur qui s'en occupe, bénévole évidemment. Vous pouvez envoyer des propositions, bien sûr. Le second programme, c'est la transmission des savoirs. Nous avons un patrimoine extraordinaire, mais il faut l'entretenir, il faut qu'il roule. Et moi qui ne suis pas très mécanicien, je peux vous dire que chaque fois que je rencontre un garagiste, un restaurateur, eh bien, il me dit qu'il manque de manœuvre, qu'il ne trouve pas de manœuvre qualifiée. Donc nous avons avec le CNPA lancé un programme de transmission des savoirs, de formation en certificat de qualification professionnelle pour des salariés, qui sont pour des salariés ou des apprentis, et deux certificats en fait, un certificat en carrosserie-tôlerie et un certificat en mécanique ancienne. Nous devions avoir 12 centres en 2020 qui auraient enseigné, qui auraient promu ces deux certificats. Finalement, il n'y en a que 4 à cause du Covid, mais on arrivera à 12 assez rapidement. Et nous allons tous les ans attribuer entre 50 et 100 bourses pour des certificats de qualification professionnelle. Et ça, franchement, au niveau de français, ça va changer. Si tous les ans, sur le marché, arrivent 50 à 100 nouveaux personnels très qualifiés, soit en carrosserie, soit en mécanique ancienne, ça changera beaucoup de choses, je crois. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec le CNPA et grâce aux actions que nous avons sur le territoire. Le troisième programme, c'est les arbres. Nous délivrons l'année dernière 35 000 attestations d'authenticité pour que vous obteniez des certificats d'immatriculation de collection. Et nous avons décidé, chaque fois qu'on délivre une attestation, de planter un arbre. Ça ne va pas sauver la planète, mais ça montre une préoccupation et un respect de l'environnement que nous devons afficher, parce qu'en plus c'est dans nos valeurs. Alors, des territoires français qui nous sont désignés par la Fédération française des sylviculteurs privés, c'est-à-dire des gens qui ont des forêts et forêts qui ne seraient pas replantées parce qu'il y a eu un accident sans aide. Donc nous avons planté l'année dernière 35 hectares. Ça, le Covid ne l'a pas arrêté. 35 hectares et nous allons planter 35-40 hectares tous les ans, ce qui sont des sites qui seront signalés par des lieux. Et j'espère que les clubs locaux organiseront leur randonnée en passant sur les lieux, devant les lieux qui ont été plantés grâce à la fédération. Le quatrième programme dont je vais vous parler, c'est les concours d'élégance. Encore une fois, nous bénéficions d'une sympathie affirmée auprès du grand public, mais il faut encore entretenir. Et les concours d'élégance, c'était des moments où le véhicule est arrêté, où le collectionneur est là, la voiture est très bien entretenue, et il peut s'entretenir avec les promeneurs qui ne sont pas forcément des collectionneurs. Et il y a souvent beaucoup de monde, il y a 500, 1000, 2000 personnes. Alors il y en avait pas mal, mais organisées de façon très, très diverse. Et donc nous avons réuni tout ce monde et nous avons créé une commission pour créer une charte des concours d'élégance, la FEVE, qui a été acceptée par beaucoup. Et nous avons relancé comme ça des concours qui avaient cessé. Et l'année dernière, nous avions 20 concours qui étaient inscrits, concours d'élégance de voiture, et 3 même concours d'élégance de moto. Donc 23 concours d'élégance, et aucun n'a eu lieu. Ils sont là, l'arme au pied, et ça repartira cette année. Mais je regrette beaucoup qu'on ait dû annuler toutes ces manifestations, parce que c'est des moments de partage, c'est des moments où nous pouvons vraiment communiquer avec le grand public, expliquer qui nous sommes, et faire partager cette passion des belles choses. Voilà. Le cinquième programme dont je vais vous parler, c'est les Journées européennes du patrimoine. Encore une fois, notre légitimité, c'est certes la mécanique, c'est certes le design, mais c'est surtout le fait que nous participons au patrimoine national. Il y a au ministère de la Culture un bureau du patrimoine industriel, et dont nous sommes rapprochés de ces gens, et du cabinet du ministre de l'époque, qui était Franck Riester, et nous avons signé un partenariat pour les Journées européennes du patrimoine, pour associer notre patrimoine roulant au patrimoine visité. Vous savez, pendant ces journées, ça dure 3 jours, fin septembre, où les propriétaires de lieux ouvrent la porte, ou l'État également ouvre la porte des monuments au grand public. C'est un grand succès partout en Europe. Et donc on va associer notre patrimoine industriel au patrimoine immobilier, si je puis dire.
Alors, il devait y avoir 100 manifestations en 2020. Il y en a eu 13, dont une très belle dont vous avez peut-être eu écho, qui s'est déroulée au Palais Royal à Paris, sous les fenêtres du ministère de la Culture. Et Madame Bachelot est venue avec moi visiter l'exposition et prendre des renseignements sur toutes les voitures. C'est très sympathique. Alors, ce qui est marrant, c'est que donc c'est des personnes parisiennes de culture plutôt, qui visitaient le ministère de la Culture, puis en continuant le Conseil d'État, puis le Conseil constitutionnel, puis descendaient à côté des colonnes du Buren, vous devez connaître là, et c'est là qu'était notre exposition. Et là, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'en regardant les gens défiler devant les voitures, il y avait de tout, mais tout en très bon état, mais ça partait du Dina Panhard à une somptueuse Ferrari, il y avait de tout. Et eh bien, les personnes qui s'arrêtaient, qui regardaient les voitures, qui prenaient des photos, c'était en grande majorité des jeunes femmes. Donc notre passion, c'est pas un truc de ringard. Nos véhicules plaisent aux jeunes, plaisent aux femmes, et nous allons sans doute prendre dès l'année prochaine des initiatives en ce sens. Mais j'étais très surpris de voir ça. Le dernier programme dont je voulais vous parler, c'est les ateliers de la FFVE. Les ateliers de la FFVE, vous savez que nous participons à des salons, vous nous visitez souvent sur les salons. Et bien, dans chaque salon auquel nous allons participer, il y en a 6 ou 7 par an, on va créer les ateliers qui seront des conférences d'1 heure faites par des spécialistes au grand public, aux visiteurs du salon. Et on l'a fait une fois déjà à Rétromobile l'année dernière, puis après il n'y a plus de salon. Et ça a très bien marché. On avait 100, 150 personnes à chaque séance, c'est des séances d'1 heure qui sont très sur l'assurance de voitures de collection, sur enfin, toutes les questions qu'on peut se poser, comment acheter, comment voilà, le contrôle technique, voilà. Et ça a très bien marché. Donc on fera ça systématiquement. On va multiplier ces occasions de parler aux collectionneurs et au grand public de notre passion sur des sujets très, très précis, faits par des spécialistes. En général, administrateurs de la fédération et bénévoles, évidemment, comme toujours. Dernier point que je voulais citer, avant de passer à vos questions. Non, il y en a deux. Le premier, avant de passer à vos questions, le premier, c'est les Youngtimers. Euh, nous sommes, nous, ils sont comme nous. D'abord, nous avons tous été Youngtimers, certains d'entre nous le sommes encore, je parle pour moi. C'est la même démarche, c'est la même démarche, c'est l'amour de ces autos, de ces motos, c'est l'entretien, on partage exactement les mêmes joies, les mêmes soucis, les mêmes dessins, les mêmes, voilà. Et donc, puis ce seront des collectionneurs de demain. Donc nous avons décidé, avec la revue spécialisée qui s'appelle Youngtimer, de créer un département dans la fédération du Youngtimer pour les faire bénéficier de notre expérience dans les relations avec le pouvoir public, de nos contacts, et d'essayer de monter avec eux un projet qui leur soit propre et que nous aiderions à développer au sein de la fédération. Donc je place beaucoup d'espoir dans cette démarche qui commence à peine, qui va se développer pendant toute l'année. Je pense qu'en fin d'année 2021, on aura abouti à quelques propositions sérieuses sur les Youngtimers. Et puis la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que la FFVE, dans ses démarches, en particulier ZFE, sur les cartes grises de collection, sur tous ceux dont je vous ai parlé, elle n'est pas seule. La première chose, c'est que tout ce que je vous ai dit, c'est une position à l'unanimité du conseil d'administration de la FFVE. C'est une position unanime. La deuxième chose, c'est que nous avons rassemblé autour de nous, pour aborder ces sujets qui concernent tout le monde, tous les grands organismes, prestigieux souvent, qui s'intéressent aux véhicules de collection. Il y a autour de nous le conseil des constructeurs, le comité des constructeurs automobiles français, le CNPA, le Centre national des professions d'automobile, la Fédération française du sport automobile, la Fédération française de la moto, l'Automobile Club de France, l'Automobile Club de l'Ouest, qui organise, l'Automobile Club de Monaco, et deux institutions internationales, la section historique de la FIA, de la Fédération internationale automobile, et la FIVA, qui est notre fédération mondiale,
à laquelle nous participons. Donc ces 9 organismes ont signé avec nous un accord sur les points que je vous citais tout à l'heure, en particulier sur les ZFE, unanime, en nous demandant de défendre ses positions auprès de l'État français. Donc nous sommes le porte-parole auprès de l'État français de l'ensemble de ces organismes. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion. Vous dire également que c'est pas gagné, c'est pas gagné, mais bon, j'ai bon espoir. En tout cas, on y travaille énormément. Je vous dis, c'est depuis 6-8 mois, c'est le point essentiel de nos activités. Voilà, je vais répondre à quelques questions qu'on me présente, qui nous ont été posées. Euh, c'est. Pardon, je n'arrive pas à lire. Oui, donc oui, une question sur la comparaison entre carte grise de collection et certificat d'immatriculation de collection et certificat. Le, la- 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 le certificat d'immatriculation de collection a été créé en 84. Il a depuis, alors au début c'était pour des véhicules anciens dont on n'avait pas les cartes, les papiers. Et puis progressivement un rôle supplémentaire. Euh, Au début, il n'y avait pas de contrôle technique. euh, et il y avait des limitations à la circulation. C'est-à-dire on circulait avec un carnet à souche et on ne pouvait pas sortir au-delà de 2 départements d'à côté. Tout ça est révolu et ces véhicules étaient décotés. Aujourd'hui, il n'y a aucune restriction de circulation nulle part en Europe, et je crois dans le monde, pour les véhicules en CIC. Aucune. Il y a un avantage qui est un contrôle technique qui a lieu tous les 5 ans simplement, au lieu que tous les 2 ans. Et c'est justifié par le fait du faible kilométrage. On a toutes les études montrent qu'on fait entre 1000 et 1500 km par an en moyenne pour un certificat pour un véhicule, enfin pour les véhicules en certificat en CIC. Et donc on va faire un contrôle technique tous les 2 ans. Donc on fait un contrôle c'est logique de faire un contrôle technique beaucoup plus éloigné puisqu'il roule peu. Et troisièmement, il y a évidemment des conditions d'assurance très avantageuses puisque l'accidentologie est très très faible. Et dernier point, il n'y a plus de décote. Au contraire, il n'y a plus de décote. La nature de la carte grise n'a aucune conséquence sur la valeur du véhicule. Voilà, les caractéristiques, je ne vois pas d'inconvénient. Sauf que, évidemment, le seul inconvénient, mais qui est de taille, c'est qu'on s'engage à ne pas en faire une utilisation professionnelle, à ne pas en faire un usage quotidien. Et voilà. Alors tout ça sera de plus en plus contrôlé, évidemment, comme tout. Et je pense que la vignette que nous demandons et que les parlementaires ont mis dans leur loi nous servira vraiment à asseoir la tranquillité et on saura où on peut aller tranquillement, on peut y aller partout, on sera contrôlé, tout va bien, il n'y aura plus d'ambiguïté. Je pense que c'est une très bonne chose. Et les études que nous avons faites encore cette année, puisqu'on fait ça tous les 4 ou 5 ans, donc cette année, c'est pas nous qui les faisons, c'est un organisme européen, c'est la même étude qui est faite dans tous les pays européens qui appartiennent à la FIBA, qui adhèrent à la FIBA, montre que en fait, ça se généralise et le kilométrage est un peu partout pareil. Hein. Voilà. Donc la différence, alors c'est un choix, c'est absolument pas une obligation. Vous pouvez très bien garder votre véhicule en cas de grise normale si vous en faites un usage courant. Il est simplement comme tous les autres véhicules soumis aux règles de circulation de n'importe quel autre véhicule. Ce n'est absolument pas une obligation. Vous pouvez très bien ne jamais passer en certificat d'immatriculation de collection. Simplement, si vous y passez, voilà les conséquences que je vous ai citées. Donc, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients, sauf si vous en faites un usage évidemment quotidien, et ça passera pas. Voilà. Je pense également que dans le futur, les règles d'admission en collection qui nous sont demandées par l'État seront probablement plus restrictives ou enfin, on contrôlera plus de choses. Je ne sais pas, c'est le sens de l'histoire, mais pour l'instant, absolument aucun projet en la matière. Il n'y a aucun projet en la matière. Alors, pourquoi
Oui, une autre question, oui, mais c'est un peu pareil. C'est-à-dire, comment voulez-vous qu'un responsable politique se mette à autoriser dans sa métropole toute une série de véhicules qu'il avait interdits l'année dernière, qui avait 29 ans, et qui, sans changer de statut, passent à 30 ans, et de ce fait, peuvent circuler. Comment voulez-vous expliquer ça? Comment voulez-vous faire admettre ça à un responsable politique? La seule raison qui permet les dérogations, c'est parce que le véhicule change de nature. Il passe d'un véhicule d'occasion à un véhicule de collection. Il n'est plus un véhicule normal, il n'est plus comme les autres. Et c'est pour ça que ces dérogations sont admises. Sans ça, il y a comment voulez-vous, pourquoi voulez-vous qu'ils se mettent à autoriser ce qu'il avait interdit l'année dernière? Je pense, j'espère être clair, mais vraiment, en tout cas, c'est incompréhensible et c'est surtout indéfendable. Il est sûr que si on prend cette position, on n'obtiendra rien. Surtout dans l'évolution des esprits actuels, que vous mesurez comme moi, un peu partout. Donc on a la formule, on a la solution. Si vous voulez rouler dans une ZFE, eh bien voilà, mettez-vous en carte grise de collection, c'est pareil. Si, à partir du moment où vous n'en faites pas profession, où vous n'êtes pas tous les jours. Mais comment un responsable politique peut-il, du jour au lendemain, se mettre, parce que le temps passe, à autoriser le même véhicule qui était interdit l'année dernière? Voilà. Je crois que c'est. Mesurez bien ça, et toute position qui se mettrait à défendre des dérogations générales n'a absolument aucune chance d'aboutir, mais aucune, aucune. Voilà, je pense avoir été clair sur ce sujet. Et oui, il y a encore des questions? Non, la vignette, oui, la vignette est-elle payante? Non. Non, alors, on ne sait pas encore, elle n'est pas encore faite, puisque c'est le ministère de l'Intérieur, comme vous savez, qui décide de ça, et avec le ministère des Transports. Mais à mon avis, ce sera comme la vignette critère, que vous avez tous sur voiture, je suppose. Vous l'obtenez par Internet, ça doit coûter 5 euros une fois pour toutes, hein, pour la vignette. C'est juste le service et vous la recevez. C'est le coût physique de la vignette, c'est tout, quoi. Mais il y a pas de taxe associée à ça. C'est pas une vignette. Peut-être le mot est pas très bien choisi. C'est pas, c'est comme un critère. C'est un critère collection, si vous voulez. Il y a un critère E pour voiture électrique, mais il y aurait dans notre projet un critère collection. Encore une fois, c'est la loi, ça. Donc, ce sont les deux propositions de loi que nous avons soutenues et fait déposer par nos parlementaires amis euh, au Sénat, à l'Assemblée nationale. Je dois vous dire également que les 150 parlementaires qui nous ont suivis, c'est transparti. Il y en a de tous les partis, de toutes les régions. Donc je voudrais vous rassurer, notre passion est soutenue. Elle a des sympathisants. Euh, Ça a été un très bon test, hein, parce que ce n'était pas à gagner. Et je dois dire que c'est allé au-delà de nos espérances. Donc, et puis il y en a d'autres qui arrivent, enfin, il y a qui se joignent aux propositions. Donc c'est une très bonne, pas surprise, mais enfin c'est quand même très réconfortant de voir le soutien que, 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 que nous affichent ces responsables politiques. Voilà. Écoutez, il y a encore une question. Ah, les motos anciennes. Les motos anciennes, ben, alors, elles n'étaient pas dans les précédentes ZCR, euh, Grand Paris, Paris, Grenoble et Lyon. Euh, il se peut qu'elles soient inscrites dans les nouvelles ZFE parce que, encore une fois, chaque métropole, la feuille est blanche. C'est elle qui décide. C'est elle qui décide. Mais elles sont dans les exonérations que nous demandons. Évidemment, c'est pas les voitures, c'est tous les véhicules, hein. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère avoir été clair et vous avoir rassuré. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions, vos questions, puisque nous sommes désormais sur les réseaux sociaux, c'est nouveau cette année. Et je vous remercie de votre attention. Bonsoir.